Donc, voilà, écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accepté notre invitation à ce 5e entretien Artaïs. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent bien le travail de Raphaël, mais je fais une brève présentation voilà, sur ton début de parcours. Pour te définir, je pourrais dire au commencement était le verbe, parce que tu as commencé par des études littéraires et ensuite tu as enchaîné avec un diplôme aux Beaux-Arts de Paris dont tu sors avec les félicitations du jury en 2014. Tu es aussi poète et En 2013, auteur. pardon. 2013. Pardon? 2013. Ah, 2013, autant pour moi. Tu es aussi poète et auteur de 2 recueils, Les Galaxies sauvages et Danoisie. Et bien sûr, tu as participé à notre programme de vidéo Paroles d'artistes confinés et également à notre vente de multiples en ligne. Pourrais-tu nous présenter maintenant en quelques mots ta démarche globale? Oui, alors merci beaucoup Sylvie pour cette introduction qui dit en fait l'essentiel, c'est-à-dire que c'est une bonne manière de commencer, de dire que voilà, j'ai commencé à m'intéresser au langage, aux mots, à la pensée écrite. Et ça, c'est quelque chose qui traverse toutes mes tentatives dans les champs plastiques. Donc, disons que ça prend plusieurs formes. Euh, Ça prend plusieurs formes et ça a plusieurs fonctions pour moi, mais ça revient un petit peu toujours à confronter finalement cette activité première d'écrire, de formuler les choses par le langage et à un espace, au fait de spatialiser le langage, de l'installer dans un espace. Donc ça peut se passer par le son, ça peut se passer par la voix, je peux enregistrer, il y a des pièces sonores où le langage est présent sous la forme de mots enregistrés, mais ça peut être aussi écrire sur les objets, écrire dans les objets, répandre le langage dans l'espace. Donc, c'est un peu ça le fil conducteur que je suis depuis plusieurs années. Et ça a plusieurs fonctions. La première, c'est déjà d'étendre les possibilités de l'écriture. C'est me donner la possibilité de confronter l'écriture à des choses qui sont de l'ordre du corps, de la présence, des sens aussi, des couleurs, des matières. Donc, c'est étendre le champ de l'écriture. Et puis, c'est mener une réflexion aussi de fond sur une dimension plus politique, peut-être, du langage, et comment est-ce que finalement le langage se confronte à sa forme incarnée, aux objets, à sa forme matérielle, quoi. Donc voilà, je crois qu'en quelques mots, c'est ce que je peux dire. D'accord. Et donc, on va commencer peut-être avec cette première pièce qui s'intitule Le soulèvement des objets que tu crées en 2013 et qui était, si je ne m'abuse, la pièce centrale de ton diplôme des Beaux-Arts. C'est d'ailleurs la première pièce qui contient du son et qui est née suite aux enregistrements des discussions entre étudiants dans une période un petit peu particulière de l'école des Beaux-Arts. Est-ce que tu peux nous raconter plus en détail cette genèse? Oui, oui, oui. Alors là, c'est bien de commencer par cette pièce parce que pour moi, elle a été un déclencheur. C'est une pièce qui fonctionne sur un principe d'équivalence. Là, on est vraiment dans ce que je décrivais au début. Ce ne sont pas des textes écrits par moi, c'est vraiment des objets trouvés de langage. Et donc, j'ai cherché en réalisant des objets, en réalisant une installation sculpturale, à trouver par la forme de la sculpture une équivalence à ce qui se passe dans le récit des mots. Donc, vous voyez que c'est une vitrine qui contient des pots opaques, des pots noirs en grès, très, très hermétiques à la lumière. Et c'est une pièce que j'ai réalisée à un moment où, effectivement, à la fin de mes études aux Beaux-Arts de Paris, il y avait une agitation assez forte autour de questions de débats de fond, en fait, sur ce que c'est qu'une école d'art, comment elle doit être gérée. C'était au moment de la présidence de Nicolas Bourriaud, donc vous avez certainement
en tête un petit peu que ça a été une période agitée. Et c'était une période dans laquelle, en fait, toute l'école a été animée par des débats. Il y a eu des discussions incessantes sur des plaintes, des désirs de transparence, le besoin de communiquer, le besoin de se parler, les informations qui circulent pas assez, etc. Et ça a mis en branle un peu toute l'école. Tous les acteurs de l'école participaient à ces discussions, les enseignants, les étudiants, la direction, etc. Et donc, j'ai été très frappé par ces formes de débat, ces formes de discours comme ça qui cherchaient à une communication, qui cherchaient des informations. Et donc, ça m'a vraiment intrigué. Donc, ces enregistrements qui, à la base, étaient réalisés pour documenter les AG, hein, c'était vraiment pour suivre un peu les discussions. Je les ai réutilisés et j'ai décontextualisé complètement la parole. Donc, on ne sait pas qui parle ni de quoi, mais j'ai juste gardé les morceaux rhétoriques où les gens sont en désir d'information. Ils désirent désirent de la communication, désirent se parler, se plaignent de ne pas avoir assez de transparence. Et donc, toutes ces petites bribes que j'ai remontées entre elles, comme ça fait une sorte de discours un peu absurde, quoi, qui tourne un peu sur lui-même. Et donc, j'ai mis chacune de ces voix dans des pots. Et c'est les pots que vous voyez là sur l'image. En fait, chacune contient donc c'est une voix, une sorte de, ça fait de ces jarres des petits individus, comme si c'était des petits espaces mentaux en fait. Et donc, quand on s'approche de la vitrine, on a une cacophonie de voix et on peut se pencher, comme le fait la jeune fille là sur mon image, où on peut se pencher sur la jarre et on écoute du coup, on arrive à distinguer le son qu'il y a dans la jarre. Donc, c'est avec le corps du spectateur qu'il interagit avec l'œuvre. Très bien. Autre installation sonore importante pour toi également, cette installation intitulée La Poussière, qui date également de 2013. Alors, la poésie t'intéresse depuis l'enfance. Tu as commencé très tôt à écrire des poèmes. Avec ce texte enregistré où un personnage se bat contre la poussière, tu poses les jalons de tes recherches sur le langage, sur les mots, et tu traites le texte comme de la matière que l'on coupe, que l'on réassemble, que l'on manipule. Donc, pour moi, tu t'attaques ici à la structure de la langue. Pourquoi cette pièce est-elle décisive dans l'évolution de ton travail? Alors oui, je trouve que c'est intéressant de commencer par ces deux pièces parce qu'elles tracent deux directions. En fait, la première, c'était vraiment s'inscrire dans une réalité par l'emprunt des mots que j'enregistrais. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment plus proche de mon activité première de l'écriture. C'est un texte que j'ai écrit moi-même. Donc, comme tu le dis très bien, l'objet du texte, enfin le personnage du texte, en fait, c'est un personnage qui cherche à lutter contre cette figure de la poussière qui est en fait quelque chose de poudreux, d'évanescent, donc pas concret, qu'il n'arrive pas à saisir. C'est un petit peu l'image de quelqu'un qui se débat avec son esprit, quoi, qui n'arrive pas à avoir quelque chose de concret en face de lui, qui n'arrive pas à penser, qui n'arrive pas à exister comme un corps, comme quelque chose de physique. Et donc la poussière s'infiltre partout, lui rentre dedans, etc. Et donc là encore, j'ai essayé de trouver un équivalent dans ma mise en espace, ma mise en forme, un équivalent de ce fond que je souhaitais traiter. Et donc le vinyle, pour moi, c'était une manière de... bon, il y a eu ce travail sur la voix, enregistrer la voix d'un comédien, et puis faire un travail de montage sur cet enregistrement, où en fait je traite les mots du texte même, comme des corps que je viens découper, que je viens hacher, répéter, altérer. Et donc là, ça fait en fait au texte même le sujet du texte, c'est-à-dire ça le rend poudreux, quoi. Ça rend le sens déliquescent, ça rend le sens vibrant. Et donc je cherchais à creuser un peu dans la langue telle qu'on a l'habitude de l'entendre pour que ça devienne quelque chose de rythmique, quelque chose qui passe plus par le corps, par une sensibilité différente. Et donc le fait de mettre cet enregistrement dans l'espace d'exposition avec un vinyle, c'est aussi lui redonner un corps. Parce que, comme vous savez, le vinyle, c'est quelque chose d'analogique, c'est pas du numérique, c'est physique. En face de soi, il y a une présence, et en plus une présence qui tourne en rond, quoi, qui se boucle. Et donc ça rejoue aussi le contenu du texte, quoi, ce personnage qui tourne en rond autour de cette figure de la poussière. Donc on peut peut-être écouter un morceau pour se rendre compte. Tout à fait, je vais passer un extrait donc, de ce texte. La pousse filtre par les la maison. Filtre par les portes de la maison.
déposant une impureté dufteuse sur les coins de nos meubles, pureteuse sur la poussière s'infiltre par les pores de la maison. Déposant une impureté dufteuse sur les coins de nos meubles, sur les coins, la duveteuse sur les coins, sur les duveteuses sur les coins de nos meubles, sur les dalles du carrelage, sur chacune des surfaces que nous espérions trouver immaculées, fasculées. Oui, donc on a comme ça l'impression que le disque saute, mais en fait, c'est pas, ça rejoue en fait cet effet du disque, du sillon qui peut sauter, et voire même le grain du disque qui rejoue la poussière. Là, ce qu'on voit là à l'écran, c'est la partition en fait de cette pièce. C'est une transcription graphique que j'ai réalisée sous forme d'une sérigraphie, et j'avais envie que voilà la partie en noir, c'est le poème d'origine, et tout ce qui est en vert foncé, c'est les altérations au montage. Et donc, j'ai réalisé cette partition en fait un peu à l'envers, c'est-à-dire je l'ai fait après la pièce sonore, simplement pour pouvoir la performer. C'est une pièce que maintenant qui a deux existences. Parfois, j'utilise cette partition, c'est sur un pupitre comme pour de la musique, et ça me permet de lire le texte et je rejoue le montage, les altérations avec ma voix. Donc, c'est une autre existence de cette pièce que j'aime bien aussi parce que ça redonne aussi, ça redonne une présence aussi à cette pièce. Alors là, on arrive à une très belle installation que l'on a pu voir lors de l'exposition des Félicités au Palais des Beaux-Arts et qui s'intitule « Une chambre à soi » et qui date de 2014-2015. Encore donc une installation sonore. Le titre fait évidemment référence à une œuvre de Virginia Woolf. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il y a de nombreuses références littéraires dans ton travail, évidemment. Ici, tu as enregistré des récits d'écrivains qui sont comme des ready-made verbaux. On peut y voir également une référence à la poésie sonore. Est-ce que tu peux nous décrire plus précisément cette installation ? Oui, alors effectivement, là, le titre, il est important parce que, pour Virginia Woolf, c'était l'enjeu, c'était, évidemment, il y a un contexte qui est lié à l'écriture des romans par rapport aux femmes, pourquoi les femmes sont moins présentes dans le roman, mais c'est surtout l'argument qu'elle utilisait, qui était que pour écrire, on a besoin d'un espace et d'argent, on a besoin d'une réalité matérielle. Elle explique que c'est pour ça que les femmes sont moins présentes dans la littérature, c'est juste qu'elles n'ont pas les moyens matériels de l'être. Et du coup, moi, j'ai surtout utilisé cet argument qu'elle a pour construire cette installation qui est un espace domestique, qui est une sorte qui rejoue un petit peu un intérieur. Et donc, c'est un amas de meubles, un amas d'éléments qui sont des contenants, qui sont des rangements, à l'intérieur duquel moi je mets des haut-parleurs. Et donc là, le travail, ça a été de collecter en fait auprès d'écrivains qui étaient autour de moi, que je connaissais. Il y a plus d'une vingtaine d'objets que je demande qu'on me confie. C'est l'idée de constituer une sorte de collection, mais une collection qui ne soit pas des objets physiques, qui soient des objets racontés. Et là encore, ça joue sur la dimension matérielle et ça confronte le langage à la dimension matérielle, à l'objet. Et donc, ces tiroirs, ces caisses sont peuplés par des objets qu'on m'a confiés et qui sont des objets qui ont une forte valeur sentimentale. Ça peut être des objets imaginaires parfois, mais parfois, ce sont des objets qui ont vraiment appartenu à celui qui les décrit. Et donc, c'est l'idée de faire jouer cette valeur sentimentale aussi contre la valeur matérielle, quelque part. Peut-être qu'on peut écouter un extrait. Ouais. C'est une petite boîte à thé anglaise en forme de maison. Le couvercle se veut un toit de tuiles à 4 pans. Sur l'un des 4 côtés de la boîte est écrit « Café de France ». À l'intérieur dorment 3 bouts de film 35 mm couleur. Ce sont 3 fois 4 photogrammes et, en les regardant au jour, on y reconnaît les Shadocks. Donc là, oui, c'est vraiment le cas d'un objet. Voilà, c'est un bon exemple de ces objets-là. C'est un objet qui a appartenu à quelqu'un et qui a pour lui une valeur. Et donc cette pièce fonctionne comme ça.
c'est une collection de tous ces objets et le spectateur est invité à rentrer dans l'installation et les haut-parleurs sont disséminés un peu partout et donc il s'approche et il peut entendre les récits de tous ces objets. Et du coup, le son devient ton médium, en fait. Oui. Alors, autre pièce, cette fois-ci toujours sonore, mais de 2016, Velato ou le théâtre pour objets. Donc, cette installation a été montrée notamment au Salon de Montrouge. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Il s'agit de 4 sculptures acéphales qui sont présentées dans une véritable mise en scène théâtrale. 4 personnages drapés, on peut y voir la référence à la sculpture antique évidemment, le roi, l'oracle, le poète et le gardien, et qui dialoguent entre eux. Le spectateur étant invité à déambuler de l'un à l'autre pour écouter les différentes propositions. Qu'as-tu voulu montrer avec cette pièce? Et surtout, peux-tu nous dire en fait pourquoi ce titre Velato? Alors, Velato, c'est un titre que j'emprunte au Cristo Velato de Naples, de la chapelle San Severo. C'était un titre qui, bon, c'est voilé, ça veut dire voilé. C'est un titre qui est un peu à l'intersection de ce que je souhaitais évoquer avec cette pièce, c'est-à-dire disons la référence à l'art classique que le drapé induit. Parce qu'évidemment, idéalement... Excusez-moi, vous pouvez couper le son là, s'il vous plaît? Merci. Et donc, il y a ce rapport à l'art classique, au drapé, mais il y a aussi la dimension toge de l'agora, en fait, qui m'intéressait. Et puis, c'est une pièce qui est quand même articulée un peu autour de cette idée du langage dans la démocratie. Comment est-ce que, finalement, cette évocation comme ça, à la fois muséale de l'art classique et à la fois un peu mortuaire finalement du gisant, comme on reconnaît des formes sans vraiment, on reconnaît presque des corps sans que ce soit vraiment des corps. C'est quelque chose qui a guidé une réflexion comme ça sur le langage dans l'espace public, le langage politique. Et donc, ce sont 4 archétypes de langue que je confronte dans un dialogue de sourds, en fait. C'est une sorte de petite pièce. J'ai enregistré des comédiens qui ont lu des textes que j'ai écrits et qui sont en fait écrits, mais en même temps empruntés, puisque là, le personnage qu'on a en premier plan, c'est celui que j'ai appelé le roi. J'ai utilisé des textes d'hommes politiques, et notamment de présidents juste après leur élection, quand ils font leur discours au summum de la confiance, etc., où ils font toutes les promesses. Donc, c'est plein de formules rhétoriques. Le personnage après, au second plan, voilà, celui-ci, je l'ai appelé le gardien. Lui, c'est une forme qui était assez amusante à faire parce qu'il condense tout un tas de tics de langage qui viennent de la télé, que j'ai emprunté à des séries télé, au journal de 20 heures, à plein de choses qui sont un peu une sorte de doxa, une sorte de langage omniprésent dans les médias. Le personnage qui est en haut, celui-ci, je l'ai appelé le poète. Lui, c'est la belle âme, quoi. C'est celui qui est un peu dans les sphères qui planent un peu, quoi. Et lui, j'ai utilisé surtout des citations de poètes, de vrais textes de poètes qui font référence à cet usage de la langue qui serait un usage pur, qui serait sans les mains propres, quoi, et puis un peu rêveur, quoi. Donc, il y a par exemple des textes de Pessoa qui dit que les factures, c'est merveilleux, qu'il y a de la poésie dans les factures, etc. Donc, c'est un personnage qui est assez ironique aussi. Et le personnage qui est tout à droite, c'est l'oracle. Et donc, lui, c'est un personnage qui est fait de morceaux de textes de loi. C'est l'aspect le plus légiférant de la langue. Il y a du dictionnaire, c'est tout l'usage de la langue qui est le plus finalement déshumanisé. Et donc, ce sont des figures qui dialoguent. Et là encore, c'est des figures qui sont faites pour être confrontées au corps du spectateur, puisqu'on vient et on entend la parole tournoyer entre ces quatre objets, et puis on se penche pour entendre l'une ou l'autre qui dialogue ou qui essaye de dialoguer. Là, on peut aussi voir, j'imagine, une référence à Marcel Brothers que tu admires tout particulièrement, qui était d'abord poète avant de devenir plasticien et qui étudie les formes de discours et leur sémantique, en fait. Oui, tout à fait. C'est une figure qui revient souvent. Ouais. Donc voilà, ça c'est un détail où on voit ces corps acéphales et creux d'où s'échappe le son. C'est très beau drapé.
Alors là, on passe à une autre partie de ton travail, un autre développement avec ce poème manufacturé de 2016 que tu avais présenté pour la bourse Révélation Emerige. Oui. Dans cette nouvelle démarche, en fait, il apparaît une écriture spatialisée. Ces textes présentés en 4 chapitres sont les réponses faites à ton grand-père. Comment ton travail a évolué sous cette forme? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce va-et-vient entre le texte et la forme qui apparaît évidemment dans cette œuvre? Oui, alors c'est vrai que c'était un peu un tournant. C'est le début d'un geste que je vais être amené à reproduire dans des pièces ultérieures, où j'imprime en fait de l'argile avec des plombs d'imprimerie. Et là, en l'occurrence, je moule cette argile et je le tire en plâtre blanc. Donc l'idée, c'est que le texte est imprimé sur des formes qui sont complètement évanescentes, qui sont très légères. Et donc, le texte n'est pas, il n'y a pas d'encre. Donc la seule chose qui révèle les mots, c'est le vide, en fait. C'est le vide, l'ombre de la lumière que la lumière projette dessus, qui fait que c'est lisible. Et donc cette pièce, elle est assez particulière pour moi, puisqu'elle est née en fait d'une lettre que j'ai reçue de la part de mon grand-père, effectivement, qui m'expliquait en 5 paragraphes extrêmement clairs qu'il fallait que maintenant ça allait bien et qu'il fallait que j'arrête de faire n'importe quoi dans ma vie et que je trouve un vrai travail, et qu'il ne comprenait pas du tout mon intérêt pour l'art ou la poésie. Et c'était quelque chose que j'ai reçu comme un bloc, comme ça, assez. Et puis finalement, après le temps de la réflexion, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette manière qu'il avait de formuler ses idées, que ce n'étaient pas des idées idiotes et qu'en fait, elles avaient même une forme en elles-mêmes. La structure des mots qu'il utilisait m'est apparue comme une logique formelle assez forte, en fait. Et donc, j'ai eu envie de prendre ça comme point de départ d'une réflexion, de réfléchir à ces 2 points de vue qui étaient le mien et le sien et qui n'étaient pas d'accord, mais comment est-ce que ça fonctionnait ensemble. Et donc, j'ai pris ça comme point de départ pour un poème. Et donc là, ce qu'on voit, ce sont des formes organiques. Ici, on a des formes qui sont en fait ma réponse à son texte, mais j'ai quand même fait figurer dans l'espace sa lettre. Donc les formes les plus carrées, en fait, il y a des sortes de cartels. Celle-ci, là, par exemple. Voilà, absolument. Ça, c'est un des fragments de sa lettre. Et ensuite, moi, je fais cette espèce d'archipel, cette espèce de constellation qui tourne autour et qui articule en fait chaque fois un chapitre autour de ce qui me raconte. Donc, c'est vraiment une réponse. C'est une pièce qui fonctionne comme une réponse et enfin, pas tellement une réponse en fait, mais un écho à sa lettre. Et donc, c'est vraiment l'idée de créer une sorte de paysage, quoi, d'archipel avec ce texte. Et qui se termine par la patience, c'est magnifique. Ouais. C'est le dernier mot. Ouais. Alors ici, il s'agit d'une autre série, Le Capital, que tu as commencé en 2017 et qui est toujours en cours aujourd'hui, donc en 2021. Et d'ailleurs, pour les multiples d'Artaïs, en fait, tu avais sélectionné quelques petites tablettes. Là, c'est une série qui a une dimension peut-être plus politique, puisque tu as reproduit des phrases extraites du Capital de Karl Marx sur des galets de céramique colorés, inspirés évidemment par les tablettes cunéiformes qu'on pouvait trouver en Mésopotamie, mais qui peuvent être aussi perçus comme une monnaie d'échange ou bien encore des petits slogans publicitaires de poche. J'aime bien cette dénomination de poche que tu utilises. Quelle est la genèse de ce travail, de cette réflexion sur les modes de diffusion également? Alors, c'est vrai que c'est une pièce qui, pour moi, c'est la pièce la plus petite que j'ai jamais faite et pourtant, elle est très complexe pour moi. Elle condense énormément de choses sous une forme qui est apparemment très simple. Alors, comme tu l'as très bien dit, la genèse de la réflexion, c'est à la fois une réflexion sur la naissance de l'écriture, les tablettes cunéiformes qui servaient, comme vous le savez, au début, à l'origine, l'écriture a été inventée à des fins de comptabilité. Donc imprimé dans l'argile, ça rejoue ça. Mais c'était aussi une réflexion sur la citation, en fait, sur le fait que aujourd'hui, plus que n'importe quand, il me semble, on peut faire dire à peu près n'importe quoi à quelqu'un en le citant comme on veut, quoi, en tronquant sa parole. Et du coup, j'ai un peu renversé Marx, c'est-à-dire j'utilise le Capital, qui est quand même une critique de la marchandise. Enfin, j'ai même beaucoup puisé dans ce chapitre qui est
qui est le premier chapitre qui critique la marchandise, et en faisant en fait des petites marchandises colorées, quoi. Donc en faisant ça, ça crée un double processus, c'est-à-dire qu'à la fois je trahis sa parole, à la fois j'en fais autre chose, c'est-à-dire que ça devient comme des petits poèmes, des petits aphorismes, des choses en fait qui ont une dimension positive pour moi. Ça devient des choses qui sont assez légères, assez belles. Effectivement, j'aime bien l'idée qu'on puisse mettre une phrase dans sa poche, voire que ça devienne un objet de valeur, un objet d'échange. Et puis il y a quand même cette idée que derrière tout ça, je l'ai transformé en bien commercial, quoi. Je l'ai transformé, j'ai trahi Marx, quoi. Donc là, ça rejoue encore un petit peu une attitude que moi je reconnais à Marcel Brotars, qui fait partie des gens que j'ai beaucoup regardé, et quand il décrète que voilà, maintenant il va se vendre, etc., de manière assez ironique, il a un discours très, très acide, et c'est une pièce qui fonctionne comme ça. Elle a une première lecture qui est positive, ce sont des aphorismes, ce sont des poèmes, et une deuxième lecture qui est en fait une sorte de retournement. Alors là, autre pièce, Sécrétion de 2018, c'est un titre général en fait que tu déclines en plusieurs séries. En voici la première qui était montrée, je crois, à la Villette pour l'exposition 100% Beaux-Arts. C'est une série de plaques émaillées où tu mets en scène la pratique de la prise de notes. On a l'impression de voir des cartes de territoires inconnus, et ces cartes sont marquées avec des plombs d'imprimerie, et tu mènes une réflexion sur le sens des mots. Oui, tout à fait. Alors là c'est vraiment, ça ouvre une série de travaux qu'on va voir. Donc, c'est une manière d'utiliser l'argile qui m'intéresse pour deux choses. Ça me permet effectivement de continuer ce travail d'empreinte avec les plans d'imprimerie, mais ça me permet d'utiliser l'argile à la fois en cherchant des éléments à la fois qui sont liés au paysage, au territoire, à la carte mentale. Donc, il y a cet aspect que je recherche, et à la fois au corps. Je cherche des teintes carnées. On va voir sur les détails après que en fait, je privilégie des couleurs comme ça qui ressemblent à des bleus, à de l'épiderme. Et donc, ça explique ce titre de sécrétion qui qualifie un peu toute la série comme ça. C'est l'idée que là, c'est vraiment des notes que je spatialise, que je rends vibrantes, en fait, un petit peu comme ce que j'ai fait précédemment avec le son dans la poussière, hein. C'est couper les mots, les faire jouer avec de la matière, les faire vibrer. Là, ils sont parfois effacés, parfois troubles. Et donc, c'est une manière d'écrire en fait qui me permet d'étendre un petit peu ce geste. Le mot n'est plus uniquement un mot, il est aussi une forme. Et le mot sécrétion, je l'utilise parce que pour moi, c'est ramener au corps cette production de l'esprit qui produit du langage sans cesse, quoi. C'est une sorte d'écoulement physique. Donc, c'est un peu l'idée que c'est comme une morve ou comme quelque chose qui sortirait du corps. Si on veut s'arrêter de produire des mots dans son esprit, on ne peut pas. Si on veut faire silence, on n'y arrive pas. Et donc, c'est un flux constant qui, en plus, m'obsède énormément. Et donc, du coup, je prends comme objet cette sécrétion que je constate en moi-même pour faire des pièces, quoi. Alors là, c'est une autre série de sécrétions de 2019 que tu avais présentée, je crois, à la Générale, où tu retranscris des scènes de films qui sont gravées dans ta mémoire, c'est cela? C'est ça, en fait, là, c'est une invitation qui m'a été faite de réfléchir avec d'autres artistes dans ce lieu qui était très beau sur un point de départ. Donc, moi, ma réaction à cette proposition, ça a été vraiment un travail sur la mémoire. Et donc, il s'agit là encore du même dispositif, c'est des plaques d'argile que j'imprime au point d'imprimerie et qui sont émaillées. Mais cette fois-ci, c'est des cartes mentales qui s'adressent plus à mes souvenirs. Donc, c'est des scènes qui m'ont marqué, des scènes de films que j'ai aimées. Et en fait, je viens raconter cette scène, raconter cette chose dont je me souviens. Et en le racontant, ben, en fait, ça le répond sur le mur, quoi. Donc, ça fait une sorte de territoire, ça fait une sorte de continent, en fait, avec ce souvenir qui a une forme, une couleur spécifique. D'autres modèles aussi. Voilà, ça, c'est d'autres de cette série. J'ai fait plusieurs fois. Alors là, c'est une autre série que tu as réalisée au Bernardin, où tu étais invité, je crois, en résidence pendant un mois avec d'autres artistes et où tu devais réaliser les pièces in situ
tout en conversant en fait avec les visiteurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tout cela s'est déroulé? Oui, alors là, c'est encore une troisième forme un petit peu différente des deux précédentes. C'est-à-dire que, bon, on a vu les premières plaques, elles étaient vraiment scellées dans des plaques de plâtre. La deuxième série, elles étaient collées au mur. C'est des pièces qui sont in situ. Et là, c'est encore une troisième déclinaison de ce travail que je fais. Mais on reconnaît un petit peu les mêmes principes, c'est-à-dire que c'est toujours un peu l'apparence d'une carte. Mais cette fois-ci, en fait, j'étais invité par Sophie Monjaret, qui est une artiste et une commissaire d'exposition, au Collège des Bernardins pour faire une exposition atypique où en fait on produisait les œuvres dans l'espace de la sacristie en public. Donc le public venait et pendant un mois j'étais sur place, donc je commençais ma journée, j'imprimais les choses que j'avais dans l'esprit, je commençais à travailler et puis des gens venaient, me disaient mais qu'est-ce que tu es en train de faire, venaient commenter ce qui se passait entre eux, etc. Enfin, l'espace a été envahi de bribes de paroles toute la journée. Et donc, je collectais des morceaux comme ça, et c'est ça que j'ai utilisé pour faire cette œuvre. En fait, j'ai utilisé ces fragments-là avec l'idée que ce soit une trace de toutes ces paroles volatiles qui finalement sont amenées à disparaître, à être oubliées, disparaissent dans l'air. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai utilisé pour écrire et pour pousser cette réflexion en fait sur l'écriture, le corps. Voilà. Donc, c'est des traces de mes conversations avec les gens, de leurs conversations entre eux. Certains qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Enfin, c'est ça qui m'amusait, c'est de garder vraiment ces traces-là. Et alors, la dernière pièce une des dernières pièces que tu as réalisées donc, en 2020, sous le titre de Satala. Je ne sais pas si c'est un nom que tout le monde comprend, mais en fait, il s'agit du terme qui est donné au bouilloire que l'on utilise pour les ablutions avant les prières, principalement en Afrique, mais ailleurs évidemment. Et donc, tu es venu faire des moulages de ces bouilloires en faïence que tu as criblés de lettres. Et ces lettres, en fait, envolées, ne permettent plus la lecture ni la compréhension du sens des mots. Alors, qu'est-ce qu'elles évoquent, en fait, ces bouilloires? Ce sont des objets meurtris, elles ont une dimension sacrée. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, alors ça, c'est un objet qui me fascine depuis longtemps, en fait, cette théière en plastique, la Satala. Et il y a un truc qui est assez instinctif dans cette pièce. J'ai commencé à regarder cet objet et en fait, finalement, c'est en le moulant, en réalisant une première version en terre que je me suis mis à… En fait, ce sont des objets qui sont tous issus de la même matrice, donc je me suis mis à collectionner comme ça des formes et à chaque fois, mon geste de venir imprimer le plomb d'imprimerie les dégrade. Et donc, dans cette pièce, contrairement aux autres, c'est un peu la disparition du sens qui m'occupait. C'est le moment où, en fait, les surfaces des pièces sont criblées. Et donc, moi, j'écris des choses, j'ai une intention, mais l'intention disparaît complètement dans l'objet. Et finalement, le langage, là, il a une fonction assez agressive, puisqu'il vient déformer ces objets qui sont tous identiques au départ, et vient leur donner des formes comme ça, de fusion. On a l'impression qu'ils ont séjourné au fond de la mer, ou alors qu'ils ont été choqués, que ce sont des ruines. Et donc, c'est un moment aussi… bon, j'ai commencé à concevoir cette pièce juste avant en fait, la crise sanitaire, au moment où il y avait cette présence très forte des violences policières en fait, dans l'actualité. On voyait que cet espace de prise de parole qu'est la manifestation publique était mis en doute, en fait, était remis en question par une très forte violence. Et c'est ça aussi qui m'a incité à utiliser cet aspect comme ça, de cette violence en fait, dans ces objets. Et donc le langage ici apparaît vraiment comme un code. En fait. C'est une sorte de… Il est à décrypter, on n'a pas accès au sens, mais le sens, d'une certaine manière, dégrade la forme, ou alors le non-sens dégrade la forme. Et j'aime bien ce jeu comme ça, entre cette espèce d'ébullition de l'être qui vient en plus redonner à l'argile, qui est censée… la céramique, c'est un matériau dur. Et là, c'est comme si ça redevenait presque son plastique d'origine. C'est comme si la pièce fondait, se rétractait. Et puis j'aime bien aussi l'espèce de rébus que ça crée, puisque finalement, on peut très bien, en observant
la surface des pièces, retrouver certaines lettres et essayer de reconstituer quels étaient les mots ou quel était le mot que j'ai utilisé au départ. Et donc, voilà, c'est une pièce un peu sur le secret, le code et aussi le potentiel de violence aussi que peut avoir le langage ou le non-sens, le sens ou le non-sens sur les corps, en fait. Alors, je crois que justement, ces satalas sont présents dans une exposition qui est encore visible. Tu peux nous dire là les expositions auxquelles tu participes en ce moment? Oui, alors justement, en fait, il y a une exposition dont le vernissage était hier à la Galerie du Haut-Pavé. Donc là, j'expose avec nous sommes 3 artistes, avec Mathilde Caillou et Jérémy Delhomme. Et donc, effectivement, il y a cette série d'objets qui sont présentés avec des plaques de ma série des sécrétions. Ça, ce sera visible jusqu'au 13 mars. Donc, si tout va bien, on va avoir des week-ends pour pouvoir voir l'exposition. On commence Sinon, déjà par une visite. On va te rendre visite déjà avec un petit groupe samedi. Donc, si tout va bien, on va croiser Voilà, les doigts. espérons. Et puis ensuite, il y a alors d'autres de ces pièces et d'autres travaux qui sont visibles aussi à la galerie de Yangli, qui prolonge son exposition en cours jusqu'au 17 avril, je crois. Donc, on peut voir aussi d'autres travaux à cette occasion. Alors, je crois que tu nous as réservé une petite surprise. Tu as aménagé ton atelier pour nous montrer les pièces en devenir. Alors oui, c'est juste histoire de profiter du fait qu'on se trouve là dans mon atelier et comme c'est l'occasion de vous montrer un petit peu l'espace dans lequel je travaille. Donc, il y a juste derrière moi, il y a deux On voit objets bien là. Parfait. qui sont en fait assez liés aux pièces que vous avez déjà vues. Ça, c'est une pièce qui est en cours, qui va être une pièce sonore en fait, c'est toujours un peu difficile d'en parler, mais vous voyez déjà un peu l'apparence qu'elle a. Je travaille un peu sur la forme comme ça de l'urne. Et ça va être aussi une pièce avec du son, avec de la voix. J'ai un travail comme ça où j'ai demandé à un fan de Bob Dylan de me parler de la voix de Bob Dylan. Donc on ne saura pas que c'est la voix de Bob Dylan, et on ne saura pas qui est ce fan, mais en tout cas je vais garder sa parole qui parle de la voix en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est entendre son discours sur les mots et sur cette voix qui est tellement importante pour lui. Là il y a une petite plaque des sécrétions qui fait partie des petits formats de la même série. Et puis, ce qui m'amusait de vous montrer aussi, alors là, je ne sais pas si on va bien voir, on va essayer. Attends, Hop, là c'est bon. ça va, vous voyez? Alors ça, c'est des petites pièces que j'ai réalisées, qui est une série qui m'a occupé en fait pendant le confinement. C'est des petites pièces qui font partie d'une série que j'ai appelée les Robinsonades, qui sont en fait des petits intérieurs. Donc je ne sais pas exactement ce que vous en verrez, mais en fait ce sont je vois ça en fait comme des sortes d'espaces entre l'espace mental, l'espace domestique. Et donc il y a c'est peuplé par des petits éléments qui se retrouvent à chaque fois. Et donc ce sont des petits objets. Moi, à l'atelier, il y a beaucoup de formes comme ça qui sont des formes de petite taille que j'aime bien produire pour moi, pour travailler, pour réfléchir. Donc certaines deviennent des pièces plus grandes, d'autres non. Enfin, c'est aussi ma manière de fonctionner. Là, j'ai une autre pièce que je viens de terminer aussi dans la même série des sécrétions. Ça, c'est une autre pièce qui est aussi une sorte de recherche. Ce sont des formes qui rejouent un petit peu les formes drapées que vous avez vues dans Velato, mais qui, cette fois-ci, c'est de la céramique. Et là, je viens écrire aussi avec des points d'imprimerie. Donc voilà, c'était juste pour le plaisir de vous montrer des petites choses qu'en fait, on ne voit pas habituellement parce que ce ne sera pas forcément exposé tel quel. Donc, c'est un petit laboratoire, quoi. Super, mais écoute, merci infiniment Raphaël. Donc je vous invite à rebrancher votre micro. Voilà, si vous avez des questions, Raphaël est là, il est tout oui pour vous répondre. Oui, moi, c'est Maya. Je voudrais d'abord remercier Raphaël et Sylvie pour cette présentation magnifique. C'était vraiment
très complet et extrêmement profond. Et je voulais poser une question à Raphaël. Donc, ces dernières années, tu as un peu délaissé l'aspect sonore de tes travaux, et là, je viens d'apprendre que tu prépares une nouvelle pièce sonore. Donc, c'est un aspect de ton travail qui n'est pas abandonné, c'était juste un peu laissé en plan. Oui, exactement. Et c'est vrai que là, il y a eu un grand chapitre. En fait, j'ai été assez obsédé par ce travail sur la céramique. J'ai eu envie de me plonger dedans comme ça, de manière assez exclusive. Mais en même temps, j'ai accumulé tous ces projets dans le son qui continuent à être là. Et là, le fait d'avoir aussi cet espace et voilà, ça s'y prête. Et donc en fait, j'ai pas mal de pièces qui sont des pièces à venir qui vont continuer à fonctionner sur le principe du son. Donc effectivement, c'est vrai que ça fait un moment que bon, ça doit faire 2 ans, je pense, que j'ai pas travaillé. Encore que c'est pas tout à fait vrai, parce que même si je produis pas, j'ai quand même des installations qui ont été enfin, j'ai continué à faire des choses qui sont des reprises ou d'autres formes de pièces existantes, par exemple, ou alors au travers de la performance aussi, j'ai encore eu ce rapport-là. Mais le son en tant qu'objet sonore et une installation autonome comme ça, oui, c'est vrai que c'est une sorte de retour là.